Ici, la FECUM, vous êtes la seule association étudiante parmi nos 5 universités qui fait ça, qui s'est investie dans la campagne électorale. Et je vous en félicite. Je rappelle, quand moi j'étais à l'université, j'étais aussi président de mon association étudiante. C'est la seule politique que j'ai faite dans les... Moi, j'en ai perdu le coup par après, mais il faut que je me retrouve 50 ans plus tard, puis là, je recommence. Alors, je vais saluer aussi Mme la vice-rectrice et les co-organisateurs, c'est-à-dire l'université. Mon cheminement, qui m'a amené ici, c'est assez simple. J'ai toujours été impliqué, j'ai toujours eu beaucoup d'énergie. Quand j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa, j'ai été président pendant 2 ans de mon association. J'ai été étudié aux États-Unis. Je suis revenu enseigner à Sherbrooke pour 2 ans, à l'UQAM pour 2 ans. J'étais directeur du département d'administration à l'UQAM. Mais j'ai eu ma formation en économique, même si j'étais en administration. Et j'ai fondé Sécor en 1975. Sécor est devenu une firme, on avait, lorsque c'était vendu 200 employés. Moi, à partir des années 2000, je l'ai vendu graduellement aux employés. À la fin, il me restait plus que 6 de l'entreprise. Puis là, les employés ont décidé, les autres associés ont décidé de vendre ça à KPMG l'an dernier, à l'été. 1 an plus tard, c'est là que j'ai décidé de plonger en politique. Je dois avouer que tout le printemps dernier, lorsqu'on a eu des problèmes à Montréal de faire bouillir l'eau, les incidents, les rues qui défonçaient, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Et tout ça avec la corruption, puis les incidents, la commission Charbonneau. Je dois avouer que j'étais des gens découragés, puis je me promenais à Montréal, dans un milieu que je connais, dans mes milieux, et j'essayais de trouver un candidat pour se présenter à la mairie. Je trouvais que dans ce temps-là, il y avait M. Coderre, c'était M. Bergeron. Je ne pensais pas qu'il était représentatif ou qu'il nous offrait ce que Montréal avait besoin. Au mois de juin, j'ai décidé d'y aller, de me lancer à la tête d'une coalition assez vaste. Et le but, c'était de regrouper l'ensemble des Montréalais. Montréal a été gouverné depuis 12 ans par une partie de l'île, par tous les gens qui sont littéralement à l'ouest du métro, de la ligne orange. Ceux qui étaient à l'est de la ligne orange, ils étaient du mauvais parti. Ils étaient dans l'opposition, il y avait un chef d'opposition, mais ils ne participaient pas. Or, une ville, ce n'est pas un parlement. Une ville, c'est d'abord et avant tout une entreprise de service. Et je crois que la ville doit être gouvernée par l'ensemble des citoyens. C'était l'idée de base derrière la coalition. On en parle moins, là, maintenant que la campagne a commencé, mais c'est un principe de base derrière ma candidature. J'ai aussi choisi d'avoir comme co-listier une Côte-des-Neiges, parce que je crois beaucoup à l'importance des universités. Je vais revenir vous en parler dans 2 minutes. Alors, mon co-listier, si je ne suis pas élu, puis je décide de rester sous le conseil de ville, je vais prendre, s'il est élu, le poste de M. Perez, qui est notre candidat dans Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges qui prend l'ensemble de l'université jusqu'à un peu à l'est d'Outremont, en fait une partie d'Outremont et jusqu'à Côte-des-Neiges, jusqu'aux voies ferrées, jusqu'à la montagne. Je ne vous parlerai pas de l'ensemble de mon programme, sauf pour dire la chose suivante. Montréal est une ville très malade. Tous les problèmes qu'on a eus, c'est parce qu'il y a des problèmes à la ville de Montréal. On a eu des grosses distractions, fusions, défusions. On a eu des maires qui sont occupés beaucoup de projets. Ils ont négligé beaucoup l'entretien de ce qu'on a. C'est pour ça que le métro tombe en panne souvent, c'est pour ça que les rues ne sont pas bien organisées. Vous allez dans d'autres villes, les métros tombent en panne moins souvent, les rues ont moins de trous, et en général, les infrastructures sont mieux équipées. Et Montréal, il y a les coûts de Montréal, selon une étude des HEC qui vient d'être publiée par Robert Gagnon, le professeur au HEC, on a des coûts de 59% plus élevés que la moyenne des villes de la province. 59%. C'est pas une petite erreur, ça. C'est pas une petite différence, c'est un gros écart. Pourquoi que ça coûte si cher que ça? C'est parce que, finalement, on ne s'est pas occupé de la gestion de la ville depuis 25 ans.
et qu'on a gardé un peu la structure qu'on avait quand Montréal était une petite ville. Quand Montréal était géré par M. Drapeau, alors que dans le temps de M. Drapeau, le budget était 10 fois plus petit que le budget d'aujourd'hui. Ça a changé beaucoup, mais on a gardé des structures un peu archaïques. Tant qu'on ne changera pas ces structures-là, on va avoir les problèmes qu'on a connus qui se manifestent de différentes façons. Des coûts élevés, des scandales, et des infrastructures mal entretenues, ainsi de suite. Donc, le point majeur, moi, mon premier point dans ma campagne électorale, c'est ce que j'ai appelé une révolution tranquille à l'hôtel de ville. Je ne vous en parlerai pas aujourd'hui. Le deuxième point, c'était bien vivre à Montréal, c'est sa qualité de vie. Je n'en parlerai pas beaucoup aujourd'hui. Je vais vous parler du troisième point qui était rêver Montréal. Montréal de demain. Les universités et les étudiants universitaires ont un grand rôle à jouer là-dedans. Montréal doit faire de ses universités un vecteur important de son développement. Les universités à Montréal représentent 2,5% du PIB de la région. Et Montréal a d'importants atouts comme ville de savoir et comme ville de créativité. Parce qu'on est francophone. Parce qu'on est francophone, on sort moins du Québec. On reste ici quand on investit sur des francophones, sur des gens qui sont implantés ou dont le conjoint est francophone, il y a tendance à rester à Montréal. La mobilité interrégionale des Québécois est dramatiquement plus basse que la mobilité interrégionale de tout autre Américain. Si bien que c'est payant d'investir dans les ressources humaines au Québec. Le Québec est aussi un carrefour. On a l'influence américaine qui arrive, mais contrairement à tout autre endroit d'Amérique du Nord, on la maintient un peu à distance. Chicago est noyé dans la culture américaine bout à bout monolithiquement. Toronto aussi, et ainsi de suite pour toutes les grandes villes. Montréal, c'est différent. Oui, il y a de la culture nord-américaine, mais à cause du fait français, on laisse rentrer beaucoup d'autres courants culturels. Et ce qui se passe, c'est qu'ils se rencontrent à Montréal. On est un carrefour d'idées naturelles, Montréal. Ce qui fait que lorsque les idées se rencontrent, jaillit de nouvelles idées. Et donc, Montréal devient une ville créative. Le Cirque du Soleil, c'est un bel exemple de ça. Céline Dion, c'est un bel exemple de ça. Mais les avions, pourquoi que Bombardier a réussi à développer un différent type d'avion, c'est parce qu'il n'a pas pris... Aux États-Unis, vous êtes dominé par ce qui se passe aux États-Unis. Si ce n'est pas inventé ou fait aux États-Unis, vous manquez un peu de confiance. Et ceux qui connaissent les États-Unis, connaissent les Américains, si ce n'est pas américain, ils doutent. Regardez d'ailleurs, les 3/4 des Américains n'ont pas de passeport. Alors que nous autres ici, on voyage beaucoup plus, puis lorsqu'on voyage, on va partout à travers dans le monde. Aux États-Unis, ils vont aller surtout aux États-Unis. Donc, ce qui fait qu'on est exposé à beaucoup plus d'idées à Montréal, ce qui fait que dans tout, on est plus créatif, et dans les secteurs où la créativité est bien importante, dans toute la culture, et dans les jeux vidéo, et dans beaucoup de nouvelles industries, Montréal va être très bon naturellement. On a nos faiblesses, là, j'en parlerai pas, mais on a des faiblesses du côté de... On n'est pas une ville d'affaires, Montréal, comparativement à Toronto. On n'est pas... On a des faiblesses. Mais par contre, sur le plan de la créativité, là, on peut se dire qu'on est bon. Et ça me ramène aux universités. Et là, ma conception de l'université, moi je dis que l'université, choquez-vous pas, c'est d'abord et avant tout des étudiants. L'université est là pour les étudiants, non pas pour la recherche. Ils disent tous qu'ils sont là pour la recherche, mais c'est d'abord et avant tout pour les étudiants, pour la transmission du savoir. Et l'impact économique des universités, ce n'est pas par sa recherche, c'est par les étudiants qui sortent de l'université avec toutes sortes d'idées. Et on est surtout créateurs, là, lorsqu'on est dans la vingtaine et dans la trentaine. Les prix Nobel, la majorité de ceux qui reçoivent des prix Nobel, c'est pour des choses qu'ils ont faites quand il y avait 25, 30, 35 ans. Einstein, là, la loi de la gravité, là, il a sorti ça il n'y avait pas 25 ans, à 35 ans, il avait fini toutes ses grandes découvertes. Et donc, je crois beaucoup, moi, à exploiter le filon étudiant. Donc, on veut que Montréal soit une ville qui attire les meilleurs étudiants du Québec et du monde. Les étudiants de Montréal sont généralement ici. Comment fait-on pour attirer
une ville des étudiants. C'est sûr que dans le branding, dans notre marketing, il faut qu'on dise Montréal, c'est une ville d'étudiants, mais il faut aussi que ça soit vrai, que ce soit intéressant pour des étudiants de Montréal. Donc, il faut améliorer les conditions de séjour. Et dans notre programme, spécifiquement, là, vous allez trouver 5000 places des résidences d'étudiants. Il y a deux raisons pour ça. Des résidences d'étudiants, parce que ça fait beaucoup plus de collégialité. McGill l'a fait, l'ETS l'a fait un peu, toute proportion gardée. L'Université de Montréal l'a pas fait trop. Il le faisait dans le temps, arrêtez de le faire. Avec le nouveau campus, j'ai l'impression que vous allez le faire. Concordia, puis l'UQAM, ben, ils n'y ont pas encore pensé. On veut augmenter le nombre de résidences d'étudiants partout sur l'île. Il y a à peu près sur l'île au moins 50 000 étudiants universitaires qui ne sont pas de Montréal, qui cherchent des appartements, qui cherchent des endroits pour vivre. Il y a peut-être 7 à 8 000 probablement résidences d'étudiants, peut-être 9 000, pas plus. Alors on veut monter ça à 14 000. Baisser les coûts, intensifier la vie étudiante, là, et aussi, ça ne paraît pas, mais libérer des grands logements pour les familles. On se plaint qu'il n'y a pas de logement pour les familles. C'est vous autres, quand vous installez 3-4 colocataires d'un appartement, généralement, vous prenez un appartement qui est vers des familles. Alors, une pierre deux coups. Deuxième chose, vous envoyez un message, c'est pour ça qu'on a éliminé la discrimination pour les étudiants qui ont 25 ans et plus à la STM. C'est pas gros, c'est 8 millions, c'est un budget de 5 milliards, c'est pas ça qui va paraître. C'est un message, on veut que Montréal soit connu comme une ville pour faire des études supérieures. Et on veut attirer les meilleurs étudiants du monde. Venez à Montréal, il y a beaucoup de mesures qui sont favorables aux étudiants. Je ne sais pas si c'est vous, mais je pense que c'est vous qui nous avez demandé des choses sur les circuits de la STM, et ainsi de suite. Moi, j'ai vu le président de la STM, je lui ai dit, quand je vais être là, vous allez me voir, là, il va falloir qu'on règle voyager en transport public, qu'il y ait des services qui les accommodent. On veut rendre Montréal une grande ville étudiante mondiale. Parce que je pense que c'est un des grands filons de développement économique. Dans les années 70, San Francisco a attiré des jeunes du monde entier. Ça nous a donné Silicon Valley, puis ça nous a donné toutes les inventions de là. Un peu la même idée de stratégie de base pour Montréal. On veut donc faire la promotion de Montréal comme ville universitaire, créative et cosmopolite. Là où l'action est pour un jeune. Et ça, on va essayer de le propager dans l'image à l'étranger. On va s'assurer qu'il y a des voyages organisés, que les étudiants viennent ici. Tout ça parce qu'on pense que c'est important. Et on va encourager des festivals comme ZooFest, qui est un festival directement orienté vers les jeunes l'été, un peu comme à Édimbourg, par exemple, qui ont réussi à attirer les jeunes d'Europe à tous les étés. D'autres, on voudrait qu'ils viennent ici, puis qu'ils restent ici, puis qu'ils étudient ici. Dans notre programme, on a aussi un agora annuel pour c'est-à-dire réunir les associations d'étudiants, les associations des jeunes. Une journée par année, vous allez avoir les élus autour d'une table, puis profitez-en, ils vont être là pour vous écouter. Et c'est aussi pour reconnaître le rôle que les jeunes prennent, même si vous n'êtes pas rendus dans les structures institutionnelles, les structures du monde des affaires. Il faut vous écouter parce que vous êtes le futur. Si on veut investir dans le futur, il faut que Montréal soit accommodant pour les étudiants. Vous avez aussi, il y a dans la fonction publique, moi j'ai l'intention, je l'ai dit, que la fonction publique elle reflète la population sur le marché du travail. Ça veut dire qu'on va avoir des programmes d'affirmation positive, là, affirmative action en anglais, pour, entre autres, les personnes, les immigrants, les minorités visibles qui sont vraiment sous-représentées dans la fonction publique. Alors là, ce que j'ai dit, c'est tant qu'on n'atteindra pas, je ne sais pas, j'ai sorti le chiffre de 75%, mais on va l'étudier, 75% de ce que ça devrait être pour être le reflet, une personne sur deux va venir des catégories qui sont sous-représentées, qui n'ont pas atteint le 75% de représentation. Ça va aussi favoriser les jeunes. Et avec toutes les mises à la retraite, et ainsi de suite, ça va favoriser l'emploi des jeunes, l'emploi des gens des minorités, autant visibles que des immigrants.
On m'a demandé rapidement de qualifier P6. Moi, je pense que la position est un peu tout le monde. Je dis non au masque là, total. Oui au masque de théâtre. Là, à l'Arco Panda, il n'y a pas de problème. Là. Pour ceux qui veulent faire du théâtre de rue, aucun problème d'être masqué. Mais les blacks... Les black box, là, non. Toute cette catégorie-là, ça, pas de démonstration sans s'afficher. Démonstration pour faire peur au monde, là, non. Démonstration pour s'afficher, pour dire, voici mon point de vue, on est d'accord. Et je suis contre les arrestations massives et je suis pour... c'était quoi? Ah oui, il faut que vous déposiez vos trajets de démonstration. Mais il va y avoir un jugement dans quelques semaines qui va venir clarifier ça, puis tout le monde va être obligé de réagir après le jugement, puis je vais préciser ma pensée après le jugement. Les intersections dangereuses, là, il mentionnait Édouard Montigny, Colin, du parc Nantalon, je suis d'accord avec ça. Tous les politiciens vont vous dire ça. Entre nous, là, ils vont tous vous dire ça. Il faut avoir de l'argent à Montréal. Si on met l'argent, c'est tramways, on n'a pas des intersections dangereuses. Puis ça, là, ce qu'on a fait à Montréal, on a négligé bien des choses. Parce qu'on a fait les Olympiques qui nous coûtent très cher. On a fait des choses qui nous coûtent très cher. Il faut faire à Montréal qu'on apprenne à faire ce qui est non glamour. Ce qui ne paraît pas trop. Des intersections dangereuses, ça ne paraît pas. On ne coupe pas des rubans quand on améliore des intersections dangereuses. Mais il faut faire ça. Et malheureusement, c'est été négligé à Montréal. Vous m'avez parlé des Amis du 3e sommet. Je suis, moi, membre très actif des Amis de la montagne. Là, on travaille évidemment avec l'université. Je suis bien content que vous commenciez vos aménagements. On trouve l'université, vous avez sûrement assez bâti ici. On était bien content que vous en alliez à l'autre bout, en bas, là, et laisser la montagne tranquille. Vous venez juste comme étudiant marcher, faire du vélo, mais plus de construction sur la montagne. Là, et le prochain cénotaphe qui va se construire là, probablement que les poules vont avoir des dames qui se construisent. Finalement, dans le 375e, moi, dans le 375e, là, je ne veux pas de monument. Je vous ramène à mon image de San Francisco. San Francisco des années 70, c'était la capitale du monde jeune. C'était la capitale du monde. Et c'était des chansons. C'était là où l'action était. Si vous voulez, moi, mon rêve pour 375e, c'est toute une série d'actions. Comme Montréal soit l'endroit où tout le monde veut venir passer quelques mois, venir voir ce qui se passe, parce que c'est là qu'on se rencontre. Et on a beaucoup à offrir au monde. On commence à aménager très bien notre centre-ville. C'est une ville qui est vivante, c'est une ville qui est vivable, c'est une ville qui est créative, puis ça intéresse surtout la jeunesse. Alors, le 375e, pour moi, oui, il va avoir beaucoup de place aux jeunes. J'aimerais avoir, sans que ce soit le Congrès mondial des jeunes, je ne crois pas aux grosses patentes, là, mais que les jeunes décident du monde entier de venir à Montréal. Si vous avez des projets, je suis content d'ailleurs de savoir que l'organisation du 375e, ce qu'ils veulent organiser, c'est beaucoup de projets participatifs. Si vous avez des projets, puis des projets qui attirent du monde à Montréal, des projets qui attirent des jeunes à Montréal, vous allez avoir beaucoup de soutien de ma part. Beaucoup de soutien. J'ai-tu oublié des sujets? Je pense pas. Alors, donc c'est tout. Alors, on peut passer aux questions. Oui. Vous allez voir. Merci beaucoup. Donc, j'avais des questions à vous poser sur notre plateforme. Vous avez déjà répondu à pas mal tous les sujets. Donc, je vais laisser la salle poser ses questions. Puis donc, voilà, on va y aller comme ça pour les minutes qui restent. Ouais, on va commencer juste ici. Alors, Attends, je vais ouvrir ton micro. Vas-y. Christine. Alors, merci d'avoir répondu à toutes nos questions de plateforme à l'avance. Plus de questions pour nous. J'ai une question concernant la collecte de compost, en fait, sur l'île de Montréal. Je suis au courant que c'est un projet qui est quand même assez difficile parce que Montréal est une ville avec une haute densité de population, donc haute densité de compost à collecter. C'est dur de trouver les sites et surtout que c'est une responsabilité généralement des arrondissements. Donc ça prend beaucoup de coordination. Et c'est donc très facile pour la ville de dire « Ah, c'est correct, on va se pencher, on est en train de faire des recherches, ou il n'y a pas de problème », mais que le projet en fait continue de stagner.
Et j'ai l'impression que je ressens de plus en plus une frustration de la part des Montréalais, surtout par rapport aux régions qui, elles, collectent généralement le compost de plus en plus. Je ne sais pas si vous avez une solution concrète au problème. Oui, y a-t-il quelqu'un d'abord qui reste à Saint-Michel ou à Saint-Sulpice, ici? Ah, il y en a un. OK. Alors lui, là, on va le prendre comme témoin. Il y a le plan de compost, je vais vous expliquer à Montréal, c'était quoi? D'abord, c'est une responsabilité de la Ville. Québec a un plan, participe au financement aussi, le gouvernement du Québec, et ça, c'est important dans le jeu. Et là, ils ont décidé à Montréal qu'il y aurait 4 centres de compostage. En fait, 2 centres de compostage et 2 centres de méthanisation. Où est-ce qu'on fait du méthane, puis il reste des résidus, puis ça va dans le compost. Il y a nord, sud, est, ouest. Alors, là, les 3 des centres ont été placés dans des parcs industriels. Aucun problème, surtout des parcs industriels, pas où est-ce que c'est du high-tech, là, où est-ce que des tours à bois, puis des usines de béton, ainsi de suite. Il n'y a eu aucun problème. En fait, ils sont battus pour avoir des usines de méthanisation ou de compostage. C'est vraiment des usines qui sont accommodées par ça. Il y a des entrées de camions, des sorties de camions. Là, il était pris dans le nord de Montréal. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, la réponse est venue de tout le monde. On va envoyer ça à Carrière-Miron. À Carrière-Miron, ça fait longtemps qu'on a envoyé des déchets là. Mais on a vraiment demandé au monsieur qui restait au coin, hein, et ils ont dit pas encore. Pas encore. Puis là, eux autres, ils sont en tabarnak. OK? Ils sont en tabarnak. Ils ne veulent plus être vus comme la capitale des déchets de Montréal. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent pas être l'autre des centres de tri. Ces gens-là, ils ont des maisons. Si vous connaissez des gens qui ont des maisons, puis c'est des bungalows, beaucoup qu'il y a dans ce coin-là, pas du monde riche. C'est leurs économies, ça. C'est leur plan de retraite qui est là. Et là, ils se sont fait dire qu'ils vont nous passer des camions avec du compostage domestique ou du compostage, en fait, toutes sortes de compostage, des déchets domestiques puis des feuilles. Puis ça va venir chez nous, puis on connaît ces camions-là, hein, quand ils se promènent bien vite, puis des fois les papiers sautent, ça tombe par terre, là, devant chez nous, là, puis nos enfants vont être là. Là, quand ils ont entendu ça, ils ont signé une pétition de 5200 noms. Quelqu'un m'a dit que c'était rendu à 8000 noms. 8000 noms, là, je peux dire qu'en politique, c'est important. Fait que là, on était voir. Parce que, évidemment, moi, mes candidats de ce coin-là, ils disaient, ça n'a pas de bon sens, ils nous donnent un autre coup de poignard. Puis c'est pas parce qu'on est des Noirs, il y a beaucoup de Noirs dans ce cas-là, ou parce qu'on est des vieux, Saint-Sulpice et plus âgés, qui vont nous faire ça. Et là, il y avait un processus qui avait été mis en place. Il y a eu même eu des audiences de l'Office de consultation publique de Montréal. Ils ont dit, dans chacun des territoires, ils regarderaient plusieurs sites et compareraient plusieurs sites, et que, parmi les critères de localisation des sites, les 4 sites, il y aurait les usines seraient à 500 mètres des maisons. Intervenu, ce n'est pas les candidats de la Ville, c'est le gouvernement du Québec, parce que ça vient des élections. Mme Courcy, qui est la députée du coin de Courcy, là, elle est ministre de l'Immigration, mais elle a quand même influence sur son collègue. Elle a été dit, tu sais qu'ils n'ont pas respecté les procédures. Puis c'est écrit, tu sais que j'ai une pétition du 1000 là. Alors là, le gouvernement du Québec a cancellé. Pour faire la pression pour Montréal, le gouvernement du Québec a cancellé les 4 centres. Mais dans le fond, là, moi, ce que j'ai dit, calmons-nous, là, c'est vrai qu'on était peut-être un peu trop vite pour les citoyens de Saint-Michel. Les 3 autres centres, on peut y construire. Là, c'est 2 usines de méthanisation et une usine de compostage. Il n'y en a pas actuellement. C'est mieux d'en avoir une que 0. Puis celle qu'on construit dans le parc industriel, c'est 50 000 tonnes par an. Celle de Saint-Michel, c'était 25 000 tonnes par an. Alors, juste s'organiser pour le 50 000 tonnes par an, puis les 2 usines de méthanisation, on est capable de faire ça. Puis après ça, peut-être qu'on pourrait s'entendre qu'on n'amène pas de déchets domestiques dans le Nord. Alors, il y a toutes sortes de possibilités de compromis qu'on peut faire, là, mais il n'y a pas de doute qu'il faut qu'on recommence le processus, parce qu'on a dit aux gens dans le Nord qu'on ferait une usine à 500 mètres des maisons, puis on garderait plusieurs sites. Alors, qu'on fasse l'étude dans le Nord, et là, s'il nous arrive qu'ils regardent tous les sites possibles et imaginables dans le Nord, puis il n'y a pas d'usine qu'on peut localiser à 500 mètres des maisons,
Ben là, on va s'asseoir. On va aller voir les gens. On va regarder l'expérience qu'il y a dans les autres. On va s'assurer qu'il n'y a pas de déchets domestiques. C'est juste les feuilles, que c'est pendant. On va essayer de voir les formules de mitigation. Par après ça, on va leur demander, voulez-vous accepter une usine de compostage dans votre coin si, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de gros camions, ainsi de suite. Et on regardera. Mais avant ça, il faut faire l'étude comme il faut. Il faut suivre les règles du jeu. Et il faut penser que même si c'est des gens, ce n'est pas des millionnaires qui restent là, ils ont le droit eux aussi d'avoir le pacte qu'on leur avait promis. Puis la plupart des politiciens qui sont du coin, qui ont du pouvoir, vont réagir comme moi. Madame de Courcy, là, qui est elle qui a arrêté tout ça, là, malheureusement a arrêté tout ce qui se faisait à Montréal. Là. Donc, selon moi, là, quand les gens vont se déchoquer et les élections vont passer, les 3 autres centres vont être construits. On va régler à peu près 80-85% du problème de compostage de Montréal. On va avoir un surplus d'usines de méthanisation. Peut-être que dans les parcs industriels, il y a ça, eux autres, des usines de compostage et de méthanisation. Ce qu'on n'aime pas, c'est les camions qui se promènent dans les rues. Peut-être qu'on va leur envoyer là, peut-être qu'ils le prendraient. À Montréal-Est, là, il y en a qui voudraient l'avoir là, parmi les raffineries, là, une usine de compostage, ça ne changera pas les odeurs générales. Alors, on ne sait pas comment ça va être, mais il y a des solutions. Ça vous dit une chose, par contre. Quand tu donnes ta parole, tiens-la. C'est la grande leçon à tirer de ça. Merci. Je vais vous inviter à Donc, réponse, mais c'est le processus démocratique. Oui. Je vais vous inviter à faire des réponses peut-être un petit peu plus courtes. On a beaucoup de monde qui attendent en fait. Okay. Puis, je reconnais quelques personnes dans la file aussi à faire des questions qui sont courtes et précises. Oui, bonjour. Vous avez beaucoup parlé récemment dans les médias de votre intention d'enlever les voies ferrées au Vieux-Port de Montréal. Oui. Puis le président de CN, le président aussi le responsable du Vieux-Port de Montréal, ils ont dit que ça aurait comme conséquence de miner la compétitivité du Vieux-Port de Montréal comparativement aux autres grands ports dans les grandes villes. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Est-ce que vous voulez détruire le port de Montréal? C'est quoi? Tu as déjà négocié dans la vie, hein, toi? Alors, quand tu négocies dans la vie, tu commences toujours avec des positions de négociation. La meilleure voie pour relier le port là, et les usines de pliage qui sont à le bout de Turcot, là, un peu au nord de ça, à cause de Liesse, c'est la voie du Canadien-Pacifique qui passe juste ici en bas. Là. La majorité de la marchandise qui sort du port de Montréal, 60 à 65 passe par là. À peu près 5 trains par jour sur une voie ferrée double, qui sert uniquement à ça, qui est utilisée à peu près à 15 à 20 de son potentiel. Elle appartient au CP. Puis CN, il dit, moi, je n'embarque pas sur les voies du CP. Moi, je continue à bloquer le port de Montréal. Les petites nouvelles de CN, je connais, le président de CN, c'est un ancien employé à moi, puis la présidente du port, c'est une de mes anciennes étudiantes. Je les connais les deux. Ils ont commencé à négocier, pas eux autres qui ont parlé, hein, ils ont fait parler des juniors. Alors là, ils ont dit, ben, on aimerait ça, la compétitivité du port. Tout le trafic du port de Montréal peut sortir par la voie du CP. On n'a pas besoin de bloquer le port de Montréal. Puis de la bullshit de même, là, avec moi, là, qui vient du milieu des affaires, ça va pas loin. Alors, je leur ai dit, je les ai rencontrés, j'ai parlé aux deux, ils le savent, ils savent qu'on va négocier. D'ailleurs, le CN a fait beaucoup d'études, il est tout préparé, là, parce que je connais les firmes d'ingénieurs, il y en a qui travaillent avec le CN. Puis, ce que le port veut, c'est qu'il va y avoir une deuxième sortie. Il y en a une deuxième sortie. Si vous regardez, quand vous allez sauver, là, il y a un autre voie ferrée, à partir au CN, c'est là, puis si vous continuez jusqu'au bout, là, elle revient jusqu'au port de Montréal. C'est une sortie d'urgence, parce qu'elle passe à Tétroville, près des maisons, les gens de Tétroville, là, un peu comme les gens de Saint-Michel, ils n'aimeront pas ça. Là. Alors, il faut la garder comme sortie d'urgence. Sortie principale, la voie du CP, ils vont chialer, là, puis les journalistes vont gober ça comme du bonbon, ils aiment ça, ils chicanent, là, on prend les pages de sport, on les met en avant, là. Mais entre nous, là, c'est naturel. Nommez-moi une ville d'Amérique du Nord, une seule ville d'Amérique du Nord qui n'a pas enlevé ses hosties de traque de son vieux port. Ils ont tout enlevé, sauf à Montréal, parce qu'on a eu peur du monde. Sauf à Montréal. À Toronto, Halifax, Vancouver, San Francisco, Los Angeles, puis je peux continuer de faire toute la ligne. Ils ont tout enlevé voie ferrée, sauf à Montréal. Alors, on va être compétitif, faites-vous-en pas, on va passer sur la voie du CP qui va être utilisée, là, après ça, à peu près 35-40 %. Merci. Merci beaucoup. Bonjour.
Moi, j'ai une question au niveau des régimes de retraite des employés de la ville. On sait que ça accapare beaucoup le budget de la ville, ce problème est grandissant un peu partout au Québec. On sait qu'à Québec, on a décidé de s'endroit un peu là-dedans. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous avez planifié faire pour régler ce problème-là? On ne peut pas toucher au passé. Et le gros d'argent va dans le passé. On peut toucher au futur. Et là, il s'agit de s'entendre avec le gouvernement du Québec, puis tranquillement, on s'y rend. Là, il y a beaucoup de déclarations dans la presse. Mais regardez, Hydro-Québec vient de signer. Vous autres, je ne sais pas, vous êtes à quoi à l'université, là? Vous êtes en vers là. Au Québec, on a sombré dans l'allégresse il y a peut-être 15-20 ans, puis on a dit l'employeur va payer 70 puis l'employé va payer 30. Alors là, on est en train de revenir 50-50, comme à peu près dans tous les plans en grandeur d'Amérique du Nord. À la ville de Montréal, on est encore surtout 30-70. On s'en vient vers 50-50. À 50-50, en allongeant un peu l'âge de la retraite, parce que les gens sont en forme, même s'ils ont 30 ans de travail et ont 55 ans, ils peuvent travailler plus longtemps que ça, ça va alléger la pression. On ne réglera pas ça du jour au lendemain. Beaucoup de négociations. Il faut que ça se fasse sur une base provinciale, parce que les chefs syndicaux, avant qu'ils acceptent quelque chose, s'il y a un autre syndicat dans une autre ville qui ne l'a pas eu, il va dire, ben, regarde eux autres. Alors, pour éliminer tous les regards d'eux autres, là, on va s'assurer que le gouvernement du Québec prend le leadership. Ils veulent prendre le leadership, malheureusement, il y a une petite distraction qui s'appelle les élections. Là. Mais aussitôt que c'est passé, ça, j'ai l'impression qu'au Québec, on va s'en aller sur 50-50 dans le partage, incluant Montréal, et qu'on va être capable d'élever l'âge de retraite au-delà de 55 ans, comme on est en train de faire un peu partout à travers le monde, incluant évidemment Montréal. Alors, c'est ce qui va arriver. Ça m'inquiète moins. Montréal a des plus gros problèmes que ça. Bonjour M. Gauthier, tout d'abord merci d'être là et de vous plier au jeu. J'ai une question qui concerne l'intégrité. Tous les candidats parlent de ramener l'intégrité à la mairie. Et puis ce matin, en conférence de presse, vous avez admis que votre parti a fait des appels robotisés, probablement considérés illégaux au sens de la loi sur les élections. Je me demandais comment c'était compatible, ça, violer la loi électorale et ramener l'intégrité à la mairie. Bon. Regarde ce qui est arrivé. Nous autres, on a envoyé un questionnaire. D'abord, c'est un sondage interne. Hein. On a envoyé un questionnaire, 2 pages, là, et c'était écrit en bas, ici, là, la dernière fin, c'était écrit et payé. La compagnie, c'est une compagnie spécialisée, a pris notre sondage, a tout fait ses questions, c'est un arborescent, puis a pas lu les 2 pages en bas. Ils ont pesé sur le piton, ils ont fait 1000 appels, en fait plus que 1000 appels, mais il y a 1000 appels qui ont passé, et ils n'avaient pas lu ça. On s'est rendu compte, l'épisode a duré 15 minutes. Il y a quelqu'un, quelque part aujourd'hui, là, qui doit être en pénitence, là, mais je vais prendre le blâme, là. Mais on a, nous autres, on sait ce qu'on a envoyé, là, puis la compagnie a sait ce qu'elle a reçu aussi. Là. Mais des erreurs dans la vie, ça arrive, là. Alors on peut, moi je suis bien prêt à me dire que je suis illégal, tout ça, là. On l'a déclaré aussitôt qu'on l'a, d'abord on l'a arrêté aussitôt qu'on l'a su, ça a pris 15 minutes. Puis deuxièmement, on l'a déclaré au directeur général des élections. Promenez-vous ici, puis regardez les pancartes de M. Bergeron. Une de ces pancartes sur 3 est illégale aussi. Puis il a dit, il s'en est rendu compte, c'était pas son erreur à lui, c'est son imprimeur, il n'a pas mis assez d'encre, c'était sur le bord, c'était trop petit, puis ça paraît pas. Il a dit au directeur général d'élection qu'il est en train de, il mettrait des stickers pour corriger ça, là. Je ne le blâme pas, là, mais il n'a pas eu le temps encore de mettre ces stickers, là, mais ces pancartes sont illégales, puis il y en a des milliers à Montréal. Là. Mais c'est comme mon petit 15 minutes de sondage, là, automatisé. Des erreurs, ça arrive. Je ne blâme pas M. Bergeron, c'est pas lui qui imprime, là. Il y a des imprimeurs qui travaillent pour lui. L'éthique à la ville, là, c'est un problème de culture. C'est pas en mettant plus de police, c'est en mettant des systèmes qui ne concentrent pas la décision. Pour simplifier, il faut toujours avoir 2 signatures des gens qui ne se connaissent pas. Puis deuxièmement, il faut qu'il y ait une culture d'intégrité, une culture de travail bien fait, une culture, il y a une façon de faire des choses, puis il n'y a pas des façons croches. Et ça, travailler sur la culture, on ne règle pas ça du jour au lendemain, surtout pas en mettant des polices là-dedans. Mon nom est Étienne Raymond, je suis représentant de l'association de physique, puis au fond, on représente 300 membres au bac et au cycle supérieur sur le campus de l'Université de Montréal. En physique. Ben, heureux de le savoir. Vous avez beaucoup fait valoir l'importance d'une vie étudiante active pour recruter des gens, puis ça a l'air quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Par contre, à notre sens, il y a un nouveau problème qui a émergé dans les derniers mois, qui est la Ville a décidé de taxer plusieurs associations étudiantes, dont la nôtre,
En plus, de façon rétroactive, donc on se retrouve avec des comptes au-dessus de 800 $ sur une association de 300 membres avec des cotisations de 20 $ par année. C'est un énorme poids budgétaire sur nos épaules, surtout considérant le fait que, au fond, ce qu'on nous a expliqué, c'est que le municipal reçoit des compensations normalement pour les locaux de l'Université de Montréal de la part du provincial. Donc, vu que nous sommes taxés à 100%, puis qu'on est exclu de l'espèce d'entente entre le provincial et le municipal. Écoute, je t'arrête là. Je ne suis pas du tout au courant du problème. Je vais la regarder. Vous êtes une organisation sans but lucratif. Là. Je peux comprendre probablement qu'il n'y a pas d'enlieu de taxes que soit du gouvernement, c'est ça. Il vous a exclu. Le gouvernement du Québec a dit les étudiants, on ne les supporte plus, là, ou en tout cas, on ne donne pas d'enlieu pour ça. Je vais regarder. Je ne sais même pas si c'est des grosses sommes ou pas des grosses sommes. Là. Mais je vous ai dit, moi, que je veux favoriser la vie étudiante. Ça, c'est le principe général. Là. Je vais la regarder. Vous devriez m'écrire une petite note, là, puis vous mettre ensemble toutes les associations étudiantes. Parce qu'il ne doit pas avoir seulement les associations étudiantes. Là, toutes les ONG qui sont sur le campus ont dû probablement être taxées par la ville. Bonne idée de me porter à mon attention. Si vous êtes capable, peut-être l'université, vous devriez ramasser, ça doit être pour toutes les universités. Si on veut faire à Montréal une ville universitaire, il faut que la ville investisse dans les universités. Peut-être que ça serait sa contribution, mais on va le voir. OK? OK. Bonjour, M. Côté. Voilà ma question. C'est que l'étalement urbain, ça cause beaucoup de problèmes pour toutes les grandes villes à travers le monde, que ce soit des problèmes de transport, des problèmes de logement, et que vous n'avez parlé que de problèmes de logement à ce stade-ci. Qu'est-ce que vous entendez faire pour résoudre le problème de l'étalement urbain? Parce que, à mon sens, ça va résoudre le problème de l'étalement urbain exige de résoudre plusieurs enjeux majeurs, dont les enjeux de transport et de logement. Comment prenez-vous vous y prendre de manière concrète? L'étalement urbain, là, c'est deux choses qui se causent. On amène des autoroutes, là, parce que les gens viennent travailler dans la ville. On amène des autoroutes de plus en plus loin, puis les terrains ne coûtent pas cher, puis on construit des maisons qui ne coûtent pas cher, puis ceux qui n'ont pas trop d'argent vont se construire dans ce bout-là. En gros, là, c'est la principale cause. Quand vous allez à Ottawa, là, vous passez le pont, puis regardez Vaudreuil, là, vous avez un bel exemple d'étalement urbain. Vous remarquez, quand vous allez à Vaudreuil, là, juste à côté de ça, il y a une voie ferrée, il y a un train de l'Est. À Montréal, on a fait du transport par train dans l'Alté, là. On aimait ça, puis le propriétaire, le patron de l'Alté, il a eu la folie des grandeurs, il en a construit des trains, donc un train de 7 à 800 millions qui va aller à Mascouche, là, il va avoir le gros boom de Mascouche. Là, vous avez vu, là, il y a un mois, tout le monde s'est encore emballé pour un beau projet, ils veulent faire un SRL, un SLR, système léger sur rail, SLR, qui va partir du centre-ville, qui va aller au 10-30, puis faites-vous-en pas, il va sauter par-dessus l'autoroute 30, puis il va aller dans le beau grand champ qui est là, puis ils vont faire un autre, là, je sais pas moi, 5 à 10 000 maisons ou 15 000 maisons d'étalement urbain, là. Ben, des petites nouvelles. Si je suis là, moi, là, ils ne feront pas de salaire. Peut-être qu'on va commencer à coordonner la main gauche de la main droite faite. Si tout le monde se plaint d'étalement urbain, arrêtons de faire des pipelines qui ramènent le monde de plus en plus loin vers le centre-ville, puis qui créent des embouteillages. Essayons de voir, est-ce qu'on est capable de densifier la ville? Est-ce qu'on est capable d'offrir les mêmes choses dans la ville par des politiques éclairées, intelligentes d'habitation? Puis oui, on est capable de faire des maisons unifamiliales, des maisons rangées, puis des appartements, et ainsi de suite. Des maisons pour des familles qui ne coûtent pas cher. L'étalement urbain, c'est d'abord de la volonté d'influencer le plan de transport du gouvernement du Québec dans la région de Montréal, qui nous a donné toutes les lignes de train qu'on trouve très bien, très beau, mais qu'est-ce que ça fait? Ça amène le monde. Si vous voulez voir c'est quoi l'étalement urbain, allez à Sainte-Thérèse de Blainville ou à Blainville en haut, là, au nord de Blainville, tout près, dans le coin des cabanes à sucre. Là, ils se construisent des cabanes, là, des grosses cabanes, ça coûte très cher, très loin de Montréal. Ces gens-là, c'est eux autres là, qui emmerdent le plateau parce qu'ils partent de Sainte-Thérèse de Blainville dans le nord, là, ils descendent, passent à travers l'île Jésus, Laval, puis ils descendent, puis ils passent à travers le plateau, puis ils s'en viennent au centre-ville. Peut-être qu'on devrait dire qu'avant d'aller favoriser de la construction dans ce bout-là avec les taxes des Montréalais, entre autres, on devrait voir comment on peut densifier l'île. Puis vous allez voir, le débat il va se faire. Je vais demander, moi, à l'Office de consultation publique de Montréal qu'elle analyse l'impact sur l'étalement urbain
du projet SLR qu'ils veulent faire sur le nouveau pont Champlain. On verra ce que ça va donner. On va écouter Montréalais, on va écouter les experts qui vont aller devant l'office. Très respectueux de votre part de venir acte de présence, de rencontrer les étudiants, de montrer énormément de respect pour les étudiants. Et moi, j'aimerais ça vous demander si vous ne pensez pas que c'est encore plus respectueux envers les étudiants pour leur donner plus de moyens destinés envers les politiciens de mener une campagne intégrée. Tout d'abord, vous avez parlé de culture de corruption et vous avez quand même pris 8 candidats de Union qui étaient chez Union Montréal auparavant. Donc, cette culture-là a fait partie de votre équipe. Et deuxièmement, vous menez en ce moment une campagne de dénigrement diffamatoire et en plus illégale envers les honnêtes et bénévoles du plateau. Donc, j'aimerais savoir comment vous allez faire aider les étudiants à retrouver le courage et confiance envers les politiciens quand vous-même êtes à bord du changement. Bon, on va prendre les deux questions. Est-ce que tous les candidats d'Union Montréal sont malhonnêtes ou coupables? J'ai pas pris, moi, j'ai fait ta ligne, j'ai pas pris un membre du comité exécutif. Pas parce qu'ils étaient tous malhonnêtes, j'ai dit, il était là, il aurait pu voir. Est-ce que les 30 ou 40 autres membres qui n'étaient pas sur le comité exécutif sont coupables? Je vais te les amener ici, là, puis tu viendras leur dire ça en plein dans leur face, que c'est des actifs voleurs. Viens leur dire ça. Ils vont dire, peut-être que tu devrais tempérer des propos, peut-être que tu devrais étudier. C'est pas parce que j'étais là, parce qu'il y a sûrement des étudiants malhonnêtes à l'Université de Montréal. C'est pas parce qu'il y a des étudiants malhonnêtes que tous les étudiants sont malhonnêtes. Ça, c'est mon premier point là-dessus sur les 8. J'ai fait bien attention, ceux qui auraient pu être responsables par omission. Je leur ai dit, je passe autour, puis il y a eu des gens qui ont été très blessés par ça. Ils disent, Marcel, j'ai bien fait, j'avais rien à faire là-dedans. Oui, mais tu étais là. Alors, j'ai tracé la ligne là. C'est des gens qui sont bien élevés dans leur milieu, mais il faut tracer la ligne quelque part. Pour ce qui est du plateau, d'abord, je reste dans le plateau. Je reste dans le plateau, puis les honnêtes bénévoles, là, des fois, je peux te dire que je les ai de travers, les honnêtes bénévoles. Il y a des façons de faire des choses. Il y a des façons de faire des choses dans une ville et dans une démocratie. De faire des organisations qui sont parallèles à toi, puis leur donner de l'argent, tu mets de la distance. Règle du 101. Puis la distance, c'est pas de démissionner de la présidence du parti, puis après ça, je peux prendre la présidence d'un organisme bénévole. C'est pas de la distance. En d'autres circonstances, j'aurais laissé passer. Mais des gens qui se drapent, comme tu viens de faire, dans la vertu tout le temps, eux autres, ils sont purs, les autres sont des impurs, bien moi, je peux te dire, des gens qui ont des visions manichéennes du monde, je les ai un peu de travers au départ. Alors, moi, j'ai été un de ceux, puis regarde, si vous voulez voir c'est quoi des insultes, là, écoutez à la radio, en sortant d'ici, monsieur Bergeron parler de moi. Écoutez-les parler de moi. Si moi, je disais les mêmes mots qu'il vient de dire, là, ben d'abord, je ne le ferai pas. Écoutez ce qu'il dit de moi. Vous allez voir, là, en tout cas, c'est pas mon style de campagne. Pardon? Vous avez quand même commis un acte illégal, vous l'avez avoué, donc c'est sûr que tu ne vas pas parler de... Oui, j'ai commis un acte illégal, puis si tu traverses la rue, toi aussi, tu vas copier à un autre place que si tu traverses la rue, tu sais, des erreurs, ça arrive lui aussi, et dans l'illégalité, il y a des pancartes. Je ne l'accuse pas, je comprends qu'il n'y a pas le temps d'aller mettre des stickers sur des pancartes, là, ce ne sera pas productif, là. Il est là pour présenter son message. Puis son imprimeur a fait une erreur, alors j'y laisse, là, mais sinon, on va vous mettre à aller coller des stickers sur ces pancartes. Merci, il y en a d'autres qui posent des questions. On va y aller, il reste 12 minutes à peu près, donc s'il vous plaît, faites vos questions de manière brève. Oui, bonjour. La moitié de votre exposé a parlé de l'importance que vous accordez aux étudiants et aux associations étudiantes. Mais vous trouvez pas ça un peu contradictoire, le fait que vous ayez dit que la mafia était plus démocratique que les associations étudiantes? Je ne faisais pas de politique dans ce temps-là. Je crois que c'était une bonne ligne. Mais, écoutez, je m'excuse, j'ai dit que j'aurais pu prendre une image mieux que ça. Par contre, l'idée, c'était que si vous faites des assemblées étudiantes, puis l'assemblée étudiante demande une grève, puis allez parler à n'importe quel chef syndical, là, faites-le venir ici, ils vont vous dire, assurez-vous que vous ayez le soutien, un soutien solide, parce que sinon, votre grève va durer 24 heures ou 36 heures. Si tu veux gagner une grève, là, dans une démocratie, il faut que tu t'assures que
les gens sont derrière toi, il faut aller les chercher. Il faut que tu t'investisses. Il faut que tu t'investisses dans aller chercher des appuis. Et sur le fond, moi, j'ai reproché au groupe étudiant là, de